Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti. Ce soir, dans notre émission, L'autre regard sur l'actualité, nous avons comme invité Mustapha Ahmed Ali, coordinateur du MRD en Europe et secrétaire général de la Fédération du MRD en Belgique, qui a été à Djibouti, qui a été arrêté, détenu, puis expulsé en Europe, à Belgique. Bonsoir, Mustapha. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs de LVD. Bonsoir, Mustapha. Mustapha, vous êtes le secrétaire général de la fédération, comme je disais, de la fédération MRD de Belgique, coordinateur des MRD en Europe. Vous avez été expulsé sans voir votre famille à Djibouti. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ce qui s'est passé? Oui, bonsoir Mahmoud. Voilà, comme vous le dites, j'étais parti à Djibouti pour une visite privée, de voir ma famille, profiter du fin du mois de Ramadan et voilà, de voir mes parents. Mais malheureusement, il y a eu une surprise inattendue qui m'attendait. Donc, je ne sais pas quoi ça quand j'avais Est-ce prévu. que vous pouvez juste parler un peu plus fort parce qu'on entend à peine, s'il vous plaît? Oui, je disais, à mon arrivée à Djibouti le 13 avril 2023, les choses ne se sont pas passées comme j'avais prévu. Moi, mon intention, c'était de passer des vacances avec ma famille, profiter des fins de Ramadan, mais malheureusement, les événements qui sont passés ont tout changé. En descendant de l'aéroport à Djibouti le 13 avril, j'ai dû arrêter ma militaire à l'aéroport euh, directement l'enregistrement au guichet de l'immigration. Toute une délégation m'attendait du service de renseignement djiboutien, SDES, connu sous le nom d'SDES. Et voilà, le jour de mon arrivée jusqu'à mon expulsion, voilà, j'étais dans une autre atmosphère que je n'avais absolument pas prévu de d'incompréhension, je vais dire. Très bien. Lors de cette arrestation, vous avez dit il y a toute une équipe de SDS ou des agents qui m'attendaient. Est-ce que ces agents se sont présentés à vous? Est-ce qu'ils vous ont donné la raison de votre arrestation? Euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont vraiment dit lorsqu'ils vous ont arrêté? Absolument pas. Moi, à mon arrivée à Djibouti, lorsque j'ai déposé mon passeport pour celui d'immigration, il a fallu attendre que tous les passagers partent, soient enregistrés, tout ce qu'il y avait de visa, ou qui demandaient de visa, soit terminer leur procédure administrative. Une fois que je suis resté tout seul, et toute l'équipe vraiment qui m'attendait, dès que c'était appris après plus tard, mais ils avaient déjà mon nom et ils m'attendaient. Donc, presque une dizaine de personnes sont venues vers moi. On m'a absolument rien dit de mes droits. La seule chose qu'on m'a dit, c'était une fois que on m'a mis dans la voiture, que je suis en état d'arrestation. La raison pour laquelle je suis arrêté, là où ils vont m'emmener, le montant le temps de détention, je n'avais aucune information, absolument pas. Alors, vous avez dit, vous avez été arrêté, vous avez été emmené, donc vous avez été détenu. Quelles ont été les conditions de votre détention? Voilà, les conditions de détention, humainement, il n'y avait pas de problème, mais c'était c'est l'isolement total, c'était l'isolement total, c'était une condition que je n'avais absolument jamais côtoyée. Donc, c'est des questions tous les jours. Chaque jour, on venait me voir. Alors, j'étais déplacé tout le temps. Il y avait un endroit où j'étais, comment dire, détenu. Et il y a un autre endroit, on m'a mené à un autre endroit pour faire des interrogatoires. Donc, chaque matin, ils venaient me voir dans ma cellule de détention. On me bandait les yeux et après, on me conseillait dans une voiture sur un autre lieu
d'interrogatoire. Et tous les jours, ça s'est passé comme ça. Donc, avec toujours, tout le temps, les yeux bandés et des questions politiques, comme disait le seul personne qui pouvait me dire ce truc, c'était des détenus, voilà, peut-être pas de manière officielle, mais officieuse, disant, on n'a rien de personnel contre vous, mais c'est un problème politique, comme vous le savez très bien. Donc, la Alors, principale question était portée sur mon engagement et le parti MRD et le président de la République aussi, M. Bernard Fara. vous nous avez parlé qu'il y avait deux endroits. Un endroit pour vous détenir, où vous avez été, en tout cas, vous dormez, et un endroit pour les interrogatoires. Quelles ont été les conditions, quelles ont été les conditions dans la cellule que vous dormez? Comment, dans quelles conditions vous étiez dans cette cellule? Voilà, cellule, la première fois que j'ai été, c'était le jeudi 13, donc vers 17h30. Avant d'entrer la cellule, on a dû me déshabiller, dû enlever tous mes vêtements, euh, que ce soit ma chemise, alors j'ai eu mes chaussettes. La seule chose que je pu garder, c'était mon débardeur et mon caleçon, donc mon boxeur. Dans une cellule, moi, comment dire, euh, Est-ce qu'il y avec avait un une petit fenêtre? ouverture. Comment étaient les conditions? Est-ce que vous Oui, dormiez avec quoi? j'y arrive. Il y avait une fenêtre grillagée tout en haut. Une petite, je ne vais pas dire une fenêtre, mais c'est une ouverture pour arriver à l'extérieur. Et le seul meuble qui était à l'intérieur, c'était juste un tapis tressé plastique qui était hyper usagé, presque déchiré. Donc, à part ça, il n'y avait rien d'autre à l'intérieur. Absolument pas. Il y a juste un petit coin, une fontaine et le WC, si se trouve, c'est tout. Donc, à part ça, il n'y Vous avait avez aucun dit, autre, peut dire, vous avez dit lorsque vous êtes vous étiez dans la cellule, vous étiez en, voilà, vous avez votre caleçon et votre débardeur comme vêtement. Et lorsque on vous ramenait dans la cellule d'interrogatoire, comment les choses se passaient? Quelle était votre situation aussi dans cette cellule? bah, en fait, le matin, lorsqu'il y avait une équipe qui s'occupait des interrogatoires et l'équipe là où j'étais détenu, c'était les agents de détenu, eux, ils regardaient juste le gardiennage. Donc, il y a l'équipe de questions, l'interrogatoire qui venait chaque matin et avant qu'ils rentrent dans la cellule, il y avait une petite porte qu'on m'ouvrait, qu'on me donnait un bandeau. Je devais bander les yeux. Donc, une fois que je me bande les yeux, on me donne mes vêtements, je devais m'habiller. Les vêtements que j'ai laissés, ma chemise, mon pantalon et mes chaussures. Et à partir de là, bien bandé, on me sortait de la cellule pour m'emmener dans un lieu d'interrogatoire. La journée s'est passée comme ça, normalement. Alors, quelles Globalement. ont été les questions qu'on vous a posées lors de cet interrogatoire? Vous avez tout à l'heure parlé de questions politiques. Ça quoi consistaient vraiment ces questions? La première journée, ça a été des questions personnelles sur moi, sur l'état civil, moi, ma famille, mon parcours scolaire. Et voilà, mon départ de Djibouti, la raison de mon départ de Djibouti, ma période d'exil, mon adhésion à un parti NRD, voilà, ma vie globale. Et à partir de là, comme ils avaient confisqué mon téléphone, et que, voilà, par peur de représailles, moi, je vous avais donné mon mot de passe et tous les accès. Après, le jour suivant, c'était le contenu de l'école exposé de toutes les activités qu'on avait fait en Belgique, surtout pour trouver des manifestations et surtout les noms des membres des MRD en Europe, comme en Belgique, leur nom, leur détention, leur identité, leur tribu. Donc, c'est ça qui les intéressait. La majorité des contenus, ils étaient tous publics, tout était sur en ligne normalement.
Mais la seule chose qu'ils ne savaient pas, c'était plutôt leur nom tribal, le nom de tribu. Donc, comme tu ne connais pas tout le monde, moi, certains que tu connaissais, je les donné, mais les autres, voilà, je m'en foutais royalement. Mais bon, après, voilà. La seule chose qu'ils Donc, cherchaient, c'était ça. les questions d'interrogatoire, Ensuite, ça c'était des tourne questions. plutôt vers des tribus, des questions ethniques. C'est dans ce sens. Tout à fait, oui. C'est OK. comme ils cherchaient, soi-disant, les membres du MRD, c'est quoi leur tribu, tout ça. En fait. Euh, Combien de jours vous avez été détenu? J'ai été arrêté à mon descente de l'aéroport à Djibouti le 13 et on m'a expulsé de Djibouti le 19, jeudi 19 avril. Donc, je suis arrivé ici en France, en Belgique, le 20 avril, ce qui fait Donc, une vous avez été semaine. détenu aux alentours de 7 jours, c'est ça? Comment? Vous avez été détenu de 7 jours, plus de 7 jours ou 7 jours? 7 jours, oui, c'est ça. Et alors, durant la détention, quelqu'un vous a-t-il donné la raison de votre arrestation aussi? Et est-ce que quelqu'un aussi vous a lu vos droits? Que vous avez droit à un avocat, que vous avez droit à un médecin? Est-ce qu'on vous a posé des questions sur votre santé, comment vous allez? Est-ce que vous avez besoin d'un docteur? Est-ce que quelqu'un vous a parlé aussi si vous avez besoin de parler avec votre famille, avec vos proches ou pas? Absolument pas. Donc, de mon arrivée jusqu'au jour de départ, personne ne m'a dit mes droits. Je ne savais absolument pas pourquoi j'étais détenu officiellement, à part disait que c'était, ouais, on a juste un problème de politique, mais sinon, de manière officielle, La seule on chose ne m'a jamais présenté. qu'on vous a en tout cas sous-entendu, c'est que vous avez été détenu pour des raisons politiques. Tout à fait, tout à fait. C'est pour mon engagement politique qu'ils m'ont détenu. Mais sinon, il n'y a absolument aucun autre agent qui m'a dit mes droits et qui m'a dit la raison de mon détention. Le premier soir, lorsque je suis arrivé à la cellule de détention, le lieu de mon détention, l'officier de police judiciaire qui m'a reçu et qui a enregistré les vêtements, les pièces que je portais, il m'a demandé si on m'a dit mes droits. Je lui ai dit, je ne connais absolument pas encore de mes droits, pourquoi je suis arrêté. Et il me répond, vous le saurez prochainement. Au-delà de ça, je n'ai jamais eu. Pourquoi j'ai demandé, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi vous me retenez? Si vous ne me laissez pas rentrer à Djibouti, donc laissez-moi repartir sur le vol de la nuit, parce que je suis arrivé un jeudi. La France, elle repart, elle atterrit le matin et elle repart le soir. Donc, D'accord. je lui demandais si vous ne veulent pas me laisser rentrer, bah, laissez-moi repartir ce soir même, mais ce n'était pas la réponse de tout ça. Très bien. Euh, alors, si on arrive le jour de l'expulsion, est-ce que vous avez pu récupérer tous vos affaires? Le jour de mon expulsion, je l'ai appris jeudi à midi. Il me dit, le responsable de là où j'étais détenu, d'abord il m'a présenté ma valise avec tous les contenus. Il m'a demandé de contrôler s'il n'y a rien qui manquait. J'ai dit, c'est bon, il n'y a rien qui manquait. Il m'a ramené une enveloppe d'argent que je portais sur moi à mon arrivée. On a compté l'argent aussi, il n'y a rien qui manquait. Mais il m'a dit, il, on a retenu, si les responsables ont retenu, vont pas me donner ton passeport de Djiboutien, ma carte d'identité djiboutienne et mon permis de conduire djiboutien que j'ai porté sur moi. Ces trois documents ne me sont jamais été présentés, ils m'ont gardé. La seule chose qu'il avait sur lui, c'était mon portable. Je me dis, j'ai mon temps portable avec moi. J'ai pas encore des informations claires si je dois le rendre, si je dois le garder. Mais une fois à l'arrivée au tarmac, on va l'appeler. J'avais appelé mes responsables pour te dire la suite. Mais après cela, je n'ai plus d'informations. Mon portable aussi a été offusqué, retenu. Donc, Donc, je suis en parti avec mon plus passeport de, belge. si je résume bien, il y a
vos documents, vos papiers djiboutiens qui ont été récupérés, en tout Tout à cas fait. qui ont été confisqués, plus les Oui. portables. Plus mon portable, oui. Mon GSM, oui. Très bien. Vous avez prévu de rentrer pour voir vos proches. Euh, Comment ils ont vécu la situation, eux? Franchement, je n'arrive pas à décrire parce que je me souviens lorsque je suis arrivé euh, ici en Belgique, la première chose que j'ai fait, comme j'avais pas de portable, je ne vais pas appeler de Paris. J'ai dû prendre le train, attendre pour que j'arrive chez moi à Bruxelles vers 10 heures du matin. Je les appelle. Une fois qu'ils ont entendu ma voix, la première chose que j'ai entendue, c'était des sanglots, des soulagements. Surtout ma sœur qui ne pas arrêté de pleurer et mes parents aussi. Donc, c'était un grand soulagement. Cela montre le niveau de stress et dans laquelle ils ont vécu cette semaine aussi. Une situation que, sincèrement, je ne souhaite personne. Donc, et la situation qu'ils ont vécue, même ma famille. Donc, ça exprime tout, tout le soulagement et le sanglot et tout le pleur que j'ai entendu. Ça me fait encore le cœur. Donc, c'était difficile pour eux aussi. Ça, je peux le confirmer. Et est-ce que vous avez eu, parce que nous avons entendu que vous avez rencontré en cellule vos parents. Est-ce que vous avez eu vos parents à Djibouti et comment ça a été cette rencontre? C'était une surprise, sincèrement. Je ne m'attendais pas. Je ne sais pas comment ça s'est déroulé. Est-ce que c'est mes parents qui ont fait des démarches pour appeler à gauche à droite ou si c'est les responsables, comme il disait le monsieur, le capitaine, là où j'étais détenu, le capitaine responsable, lui, il m'a dit que ce sont la direction qui l'a autorisé. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont autorisé, si c'est ma famille qui a fait des démarches, mais le fait que je les ai rencontrés après 3 ou 4 jours de détention. Le quatrième jour, au soir, ils sont venus me voir vers 18 heures. Pas dans ma cellule, mais dans un bureau dans le lieu de détention. Donc, avant que j'aille dans ma cellule, donc, bien habillé, normalement. Donc, je les ai rencontrés D'accord. quoi, une dizaine, OK. 25 minutes. Après, ils sont repartis. Donc, je me disais, c'était juste pour soulager ta maman qui ne supportait pas, qui ne savait pas dans quelle situation tu vivais. Donc, il était mort, c'était vivant, c'était battu, tout ça. Je me dis, c'était pour elle qu'on t'a accordé, mais après, je pourrais pas dire si c'est eux qui l'ont accordé ou si c'est ma famille qui a fait des démarches pour obtenir des dérogations. Euh, Jusqu'à présent, c'est justement, nous qui l'avons. justement, comment vous avez, dans quel état d'esprit vous étiez lors de cette détention? Voilà, dans l'esprit des, comment dire, je ne pourrais pas décrire parce que j'ai jamais vécu cette situation d'être Est-ce que vous pensez que arrêté, vous allez débordé sortir? et suite Oui, est-ce que vous pensez, mis dans une cellule. est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pensez que vous allez sortir vivant de cette prison? J'ai jamais envisagé, sincèrement, je n'ai jamais envisagé. Donc, je me disais, vaut mieux penser, vaut mieux se préparer au pire pour ne pas être, voilà, dessus, voire même complètement devenir fou. Donc, je ne me suis jamais pensé un jour sortir vivant de cette situation. Sincèrement. Et pourquoi vous Donc, avez pensé que vous allez mourir dans cette cellule et sur cette arrestation? Est-ce que vous avez des exemples des choses qui vous ont bien conduit sûr, à ça? ils ont connu notre régime, le régime djiboutien, surtout la jeunesse, comme nous on dit, les documentations sont bien connus, que ce soit des faits pareils, des disparitions et je vais pas dire des assassinats, mais même des décès non justifiés, non résolus sur des détenus qui étaient bien en prison. Donc, on a le cas de Allah yarhamou, Mohamed Elmi Rayalek, qui est mort en détention en Gabon.
il y a aussi pas mal d'autres trucs. Il y a le défunt aussi, Mohamed Debha, qui est mort en Gabon. Voilà, donc, il y a pas mal d'exemples des gens qui sont morts en détention à Djibouti, qui peuvent nous prouver que c'est des choses courantes qui peuvent arriver. Alors, vous êtes sorti, on vous a expulsé. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai eu beaucoup de mal à me réadapter, à me comprendre dans ma vie courante. Donc, vie, l'expérience catastrophique que j'ai vécue. Donc, Mhm. Traumatisante, ouais. ouais, je peux dire maintenant, je vais bien auprès de ma famille. Et voilà, je me, je me rééduque, je me réadapte à la vie sociale maintenant. Euh, Beaucoup de gens se disent, lorsqu'on rentre à Djibouti, il y a des choses qu'on raconte de rumeurs, qu'il y a des produits utilisés par les régimes djiboutiens contre les prisonniers. Est-ce que vous avez fait des analyses? Et quels sont les résultats si vous avez des résultats? Oui, tout à fait. À mon arrivée, j'ai fait toutes les analyses possibles envisageables pour voir le prise de sang, test d'urine, de sel. J'ai tout fait. Donc, la majorité, j'ai eu le résultat. Il n'y a pas de problème. Donc, pardon. Le reste, j'attends encore. Mais pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Alors, quelle, quelle suite vous voulez donner? Quelle suite juridique, je parle? Parce qu'il y a eu quand même des choses graves qui se sont passées. Arrestation, détention, expulsion. Quelle suite vous voulez donner dans cette affaire? Bah, jusqu'à présent, je suis encore bouche bée de cette situation. Donc, tous mes droits étaient bafoués, que ce soit mes droits humains, mais aussi mes droits en tant que citoyen djiboutien. Donc, comment un citoyen qui revient dans ce pays puisse être privé de sa liberté, séquestré une semaine sans raison valable, sans jamais être présenté à un juge, et au-delà de tout, comment dire, tout tous les droits constitutionnels, j'avais droit à ça, tout le monde, tout citoyen normalement doit bénéficier. J'avais bénéficié à ça. Donc, moi, ce qui s'impose chez moi, c'est de savoir pourquoi tels agissements se sont produits et quel est le responsable. Parce que si on laisse passer ça, après, ça va devenir une chose courante. Personne ne sera à l'abri de cette situation. Donc, oui, je me laisse le droit de éventuellement poursuivre en justice et je suis en contact avec mon avocat pour savoir quelle position me mettre pour pouvoir demander mes droits et surtout savoir pourquoi j'ai été privé de liberté, pourquoi j'ai été séquestré dans cette situation. Merci, Mustapha, de nous avoir accordé cette interview et nous espérons suivre ces dossiers et voir là où ça nous mène parce qu'il y a eu, comme vous avez bien dit, les droits des citoyens djiboutiens, en tout cas belgico-djiboutien, a été bafoué. On va attendre ce que dira la justice djiboutienne, la justice belge et peut-être la justice, on va dire, le reste, on va dire justice internationale. On va voir ce que ça donne. Merci encore, Mustapha. C'est moi qui vous remercie, M. Mahmoud.